route. Nous avons parcouru plus de 1200 km vers le sud, dans l'une des régions les plus prolifiques du pays en coutellerie, avec Ben Abbott. En Amérique, on trouve des forges qui comptent parmi les plus belles du monde. Mais celle que j'ai choisie combine deux éléments que j'affectionne particulièrement, la praticité et l'esthétisme. Aujourd'hui, direction la forge de Clay Spencer à Brasstown, en Caroline du Nord. Elle est une région où l'on utilise depuis des siècles les couteaux et les outils pour tout, de la chasse au gibier à la récolte de produits agricoles comme le maïs et le tabac. Certains des meilleurs métallurgistes du pays y ont élu domicile. Aujourd'hui, 3 de leurs meilleurs forgerons vont s'affronter pour représenter à la fois cet atelier et moi-même, et avoir une chance de devenir le meilleur forgeron. Je m'appelle Jesse Boding, j'ai 26 ans et je suis honoré d'être ici. Dans cette forge, je donne des cours de fabrication d'armure et des cours de forge de base. Et je fais également tout ce que je peux pour aider sur place. Je veux participer aux meilleurs forgerons et représenter cet atelier. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je m'appelle Colaricchio, j'ai 28 ans. Je suis forgeron à plein temps. J'adore mon travail, je changerai pour rien au monde. Il y a environ 2 ans, la forge de Clay Spencer a créé un poste de compagnon. Grâce à mon expérience ici, je suis devenu un meilleur forgeron et j'ai hâte de voir de quoi... Je m'appelle Jason Davis, j'ai 51 ans. Je forge des lames depuis que j'ai l'âge de 12 ans, soit depuis 30 ans, je crois. J'ai 51 ans, donc 19 ans... Non, 39 ans, 39. Oh, je sais même pas compter. C'est un immense honneur d'être ici à la forge de Clay Spencer. Je connais Clay depuis des années par l'intermédiaire de l'organisation des forgerons de la région des Appalaches. La forge de lame est très ancienne dans la région des Appalaches. Oui, notre fierté de fabriquer des produits de qualité est indéniable. Messieurs les forgerons, nous sommes très heureux de vous retrouver ici. Vous avez tous les 3 été sélectionnés parmi les meilleurs forgerons de la région. Vous connaissez déjà notre hôte, Elizabeth Bells, artiste métallurgique primée et coordinatrice de l'atelier de métallurgie ici même. Le juge de cette compétition est la personne que vous représenterez en finale, notre très talentueux. Ben a choisi cette forge parce qu'elle est connue pour ses ornements artisanaux, alors tâchez de le rendre fier. Vous êtes tous les 3 ici pour vous affronter au cours de 2 épreuves de forge. Il y aura une élimination au terme de chaque épreuve. À la fin de la 2e épreuve, l'élimination aura lieu dans notre forge. Enfin, le vainqueur participera à la toute dernière étape de ce tournoi dans notre forge. Lors de cette dernière étape, vous affronterez 3 autres forgerons sélectionnés au cours de nos voies. L'enjeu est de taille. Si l'un de vous 3 remporte le tournoi, il recevra un chèque nominatif de 20 000 $. Pour couronner le tout, la forge gagnante recevra également du matériel de forge et des fournitures pour une valeur de 10 000 $. Je veux offrir à cette forge l'équivalent de ce qu'elle m'a apporté. Et ces 10 000 $ permettraient de l'équiper d'une presse hydraulique et de nombreuses autres fournitures très utiles. On va commencer par l'heure au cours duquel vous allez fabriquer une lame de A à Z. Comme vous le savez, cet atelier a pour mission de transmettre les connaissances historiques de forge afin de perpétuer cet art ancestral. Et c'est pour ça que vous allez fabriquer ceci. Un couteau de forgeron traditionnel, qui combine à la fois un travail de métal ornemental et une lame fonctionnelle. J'ai fabriqué beaucoup de couteaux de forgeron. Mais je suis un peu intimidé à l'idée d'en fabriquer un pour ces gens-là, parce qu'ils savent exactement que je ne les décevrai pas. La particularité de ce couteau de forgeron est sa construction intégrale. C'est-à-dire que la lame et le manche sont forgés à partir d'une seule pièce de métal. La longueur de la lame doit être comprise entre 23 et 28 cm, de la pointe à l'endroit où le tranchant s'arrête. Étant donné que Bells est connu pour son travail du métal orné, vous devrez incorporer des éléments artistiques dans vos manches. Pour fabriquer cette lame, vous disposerez d'une seule barre d'acier rond W5 heures. On vérifiera la solidité de la lame contre des pinces et le tranchant en coupant une citrouille. Vous avez 5 heures devant vous. Bonne chance, restez concentrés. Le chrono commence maintenant. Bells, vous voulez bien nous parler de vos installations dans l'atelier ? Bien sûr, on a 12 forges à charbon différentes dans l'atelier. J'avais pas anticipé le fait qu'il devait d'abord... Ce que je préfère dans cette compétition,
c'est que la forge à charbon n'est pas un obstacle, comme c'est souvent le cas. Normalement, quand on dévoile la forge à charbon, tous les concurrents font... Ce que j'aime bien aussi sur ces forges, c'est qu'elles n'ont pas ces petites souffleries à manivelle qu'on est sans cesse obligé de faire tourner, comme ça. Des petits moteurs à turbine. Elles sont raccordées à une soufflerie externe qui alimente plusieurs forges en même temps. J'en ai trop, moi. Oh, merci, mec. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici, non? Oui, il y a même des forgerons qui exercent depuis des années qui viennent ici pour prendre des cours. C'est génial. Il doit y avoir beaucoup d'agitation ici quand il y a 12 forgerons qui travaillent en même temps. Mon bureau est juste au-dessus. Mince. Oh non. Je maîtrise bien le charbon. Ça fait des années que j'utilise cette technique et je suis content de l'appliquer aujourd'hui. Les forgerons qui viennent dans notre atelier sont toujours avec le feu aux fesses. Je cours dans tous les sens, comme un personnage de dessin animé. Ou un poulet sans tête. Je fouille partout, mais j'arrive pas à mettre la main sur le fil. Il est devant moi, j'en suis sûr. Oh, je me sens trop bête, là. Cette fois, on est face à 3 forgerons qui sont très à l'aise dans leur espace de travail, et c'est sympa de les observer. Parfois, ils ont littéralement le feu aux fesses. Ah ouais, c'est vrai. File, bon feu. Oh la vache! La forge de Cole a l'air d'être déjà bien chaude. Cole est en place. Je serais beaucoup plus stressé dans la forge du juge qu'ici, dans l'atelier de Clay Spencer. Je pense que l'expérience que j'ai acquise dans l'atelier va me servir pour relever le défi. Ben, pourquoi cet atelier? Il fait écho à mon propre travail. Moi aussi, je suis fier de fabriquer des pièces ornées et esthétiques. Cette forge en est le parfait exemple. Je pense que le vainqueur d'aujourd'hui me représentera bien. C'est incroyable de voir Grady et Ben arpenter cette forge que je connais par cœur. J'ai des papillons dans le ventre. Je panique, je transpire. Je veux bien représenter la forge de Clay Spencer. J'ai du mal à allumer ce feu. Avec seulement 5 heures d'épreuve devant eux pour fabriquer un couteau de forgeron, ça doit être frustrant de ne pas arriver à allumer la forge. Les élèves se moqueraient tellement de moi. Je leur crie toujours de bien allumer la forge avant toute chose. Et moi, j'arrive même pas à allumer la mienne. Bravo, monsieur Cole. Tu me nargues là, hein? Je lui ai donné mon papier restant. Il y en avait beaucoup. Ouais, je sais. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils sont géniaux. Mais je veux faire mieux. Pourquoi les forgerons préfèrent parfois la forge à charbon? Eh bien, quand on y pense, toutes les belles choses de l'histoire, faites de fer ou d'acier, par exemple, le grand portail d'entrée à Versailles, ont été fabriqués dans une forge comme celle-ci. Piré, c'est pour ça que j'ai mis ce bandana bleu. Je suis chauve, je veux pas de sueur dans les yeux. C'est pas vrai. Oh non, la forge de Jason s'est éteinte. Ouais. Ouais, j'arrive pas à faire démarrer mon feu. Panique. J'espère que le charbon va prendre feu. Allez, brûle. Ah, ça y est. J'ai enfin réussi à allumer mon feu. J'espère que c'est le seul problème que je vais rencontrer pendant l'épreuve. Si c'est le cas, alors tout ira bien. On se trouve actuellement dans les Appalaches. Est-ce que vous pensez que le travail dans cet atelier est influencé par la région? Oui. Ils fabriquaient des équipements agricoles nécessaires pour travailler dans les champs. Des choses purement utilitaires. C'est beaucoup plus silencieux dans cette forge. Normalement, ça crie. Ça m'a fait peur, punaise. Comment ça se fait que Cole soit déjà sur le marteau-pilon? Bon, Cole a sûrement plus d'expérience. Je vais d'abord forger ma barre ronde pour en faire une billette rectangulaire pour pouvoir la tenir plus aisément. Ensuite, je vais forger l'extrémité de mon couteau. Les yeux globuleux rendent la vie plus facile. Ah, je suis d'accord. Tout se passe bien pour le moment, mais je ressens la pression du chrono. J'espère que je pourrai finir à temps. Messieurs, il vous reste 4 heures pour terminer votre lame. C'est ce qu'on appelle le doigt du forgeron. Ouais. Jesse galère encore avec le charbon. Je deviens fou. Ça fait 1 heure que je perds mon temps à essayer d'allumer le feu, et je vois que sa forge est bien chaude. Et je regarde Jason, et je vois que lui aussi a bien avancé. Ça me stresse, je vais me faire sortir de cette compétition avant même d'avoir commencé. Il faut que je me bouge. Pour la première fois, nous prenons la route pour dénicher les meilleurs forgerons à travers le pays. Aujourd'hui, nous sommes à Brasstown, en Caroline du Nord, avec Ben Abbott, et la compétition est rude.
Jesse se bat toujours contre son charbon. Les deux autres forgerons font des allers-retours sur le marteau-pilon. Il faut que je me mette absolument au travail. Je prie très fort pour que le feu prenne enfin. Ça me stresse. Je vais me faire sortir de la compétition avant même d'avoir commencé. Il faut que je me bouge. C'est quoi ce levier en haut? C'est écrit on et off? Ça permet de contrôler la quantité d'air de la soufflerie. C'est la tuyère. Il l'a utilisé et on dirait que ça fonctionne maintenant. Ça prend un peu. Il faut pas qu'il s'étouffe. Faut que tu y crois. J'ai du feu! Les dieux du feu m'ont béni. Je suis tellement heureux. Ça y est, le feu de Jesse a bien pris enfin. Je suis trop content que le feu ait pris. Il faut que j'arrive à l'entretenir maintenant. Je suis enfin dans la course. Je me sens pas hors jeu, mais j'ai beaucoup de retard à rattraper. Ce que j'aime vraiment dans cet atelier, c'est qu'il y a plein de détails, comme l'entrée, les extrémités des poutres. Tout est créé dans le thème de la forge. Et j'ai l'impression que ça a été créé par... Oui, c'est vrai. Tous nos panneaux sont forgés dans cet atelier. Les dérouleurs de papier toilette, les porte-serviettes... Les dérouleurs. Oui, Oh, je pourrais dire, je vais vous aider. Je vais faire un dérouleur. C'est clair, le mec à la ventouse, c'est toi. Ah, c'est génial, un marteau-pilon. C'est tellement plaisant d'écraser un morceau d'acier. Jason s'attaque à la formation de sa lame. Il définit la longueur. Plus on a de masse après avoir fini la lame, et pour le manche. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas s'enfermer dans un style de manche spécifique. Pour les tests, on va d'abord frapper des pinces. Et ensuite découper des citrouilles. Les pinces, j'avoue que ça me fait vraiment très peur, parce que c'est du métal contre du métal. Ça va clairement faire des dégâts. Le coup des pinces, c'est vicieux, Ben. Vous avez fabriqué ce magnifique couteau de forgeron et je vais le balancer aussi fort que possible contre une pince. C'est mieux qu'un marteau, je suppose. Ou une torpille. Ça ressemble au moins à un objet qui a la forme d'un couteau. Je suis un peu en retard, je crois. J'essaie de dégrossir mon couteau et de faire ressortir la soie. Ces forgerons ne doivent pas seulement se démarquer des deux autres. Celui qui sortira vainqueur viendra se mesurer dans notre forge à 3 autres forgerons que nous avons sélectionnés aux 4 coins de l'Amérique. Ouais, l'enjeu est vraiment de taille. Je martèle beaucoup à la main, parce que je n'aime pas utiliser les marteaux-pilons. J'essaie de me concentrer sur ce que je sais faire. J'ai pas l'impression qu'on puisse se contenter de façonner une lame brute et de l'affûter jusqu'à ce qu'elle soit finie. Il va y avoir beaucoup de travail au marteau pour cette épreuve. Ouais. À vrai dire, pour la mienne, je n'ai passé que 10 minutes sur la meuleuse. Ah ouais, vraiment? Le marteau démarqué. Ouais. Mon couteau est réussi. Je ne suis plus aussi inquiet. J'ai encore mes chances. Ce qui m'intéresse le plus dans cette épreuve, c'est le manche. Ils ont carte blanche. Et je veux voir des créations originales. oui. Vous feriez quoi? Je mettrais un insecte au bout. Je sais que techniquement, un scorpion n'est pas un insecte, mais une queue de scorpion, ça ferait un beau manche. C'est un arachnide. Rentre chez toi, Ben. En général, sur le manche d'un couteau de forgeron, on forme une pointe et on l'enroule. Mais pas pour mon manche. Je veux faire quelque chose d'un peu différent. Je vais percer une fente sur toute la longueur du manche, puis l'écarter pour former un manche plus ergonomique. Il y a un truc que je n'aime pas dans le procédé de Cole. Quand on divise le manche au milieu, une partie du manche se retrouve au-dessus du dos de la lame. Et la lame est décalée par rapport à l'endroit où se trouve habituellement le manche. Je trouve ça plutôt stylé. Ça ressemble? Oui, C'est vraiment ça. ouais. C'est exactement ça. Je me demande si le manche est suffisamment orné. Peut-être que je changerai d'avis plus tard et que je le tordrai après le traitement thermique, mais pour l'instant, je vais le laisser tel quel. C'est peut-être une mauvaise idée. On verra bien. Messieurs, il vous reste la moitié du temps. 2h30 avant la fin de l'épreuve. On dirait qu'il a laissé une petite bosse à l'extrémité. Ouais. Maintenant que j'ai dessiné la lame, Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va s'ébrécher? Est-ce que ça va éclater? Le pire scénario serait que la lame explose, que le manche soit inconfortable. Il y a tellement de problèmes possibles que j'ai du mal à gérer mon stress.
Très bien, Jesse. Pour commencer, il est très esthétique. C'est un beau couteau de forgeron. En revanche, le tranchant s'est beaucoup écaillé lors des tests. L'acier était peut-être un peu trop chaud pendant la trempe. Mais bon, il a tenu le coup. C'est simplement un couteau dentelé maintenant. Pour en revenir à votre manche, la torsion légère et la courbure, c'est sympa, c'est vraiment chouette. Dans l'ensemble, il est en un seul morceau, toujours droit, donc beau travail. Merci. Cole, c'est à vous, prêt? Ouais. Bien. En voyant le couteau de Jesse ébréché, j'ai le cœur qui palpite. Il va y avoir des dégâts quand il va frapper dans les pinces. Le tranchant pourrait s'ébrécher ou se plier, le manche se briser en deux. Bref, tout peut arriver. Bien, Cole. Tout d'abord, sur le plan artistique, ce couteau n'est pas le plus abouti que j'ai vu de ma vie. J'aurais bien aimé qu'il ait un peu plus de style, de détail. Et pour ce qui est de votre lame, le tranchant a fini par s'ébrécher. Puis ici, je sens des bulles sous lesquelles je peux passer l'ongle. Ça a eu un impact sur la coupe lors du test. Quand j'ai tranché la courge, mais c'est tout de même du bon travail. Merci. Très bien. Jason, c'est à vous. Prêt? Je vais vomir, mais d'accord. Bon, ça va être marrant alors. Après avoir vu les couteaux de Jesse et Cole subir autant de dégâts, j'ai peur pour le mien. Dans ma tête, je crie « Ça va se casser, je suis désolé !» C'est parti, mon kiki. Jason, ce manche est vraiment chouette. J'aime bien les angles carrés décalés. J'aime bien la façon dont la courbure s'adapte à l'avant, confortable et facile à tenir. Quant à lui, le tranchant a été malheureusement ébréché lors de l'épreuve. Ça n'a pas été laminé, simplement ébréché. Le tranchant est très fin, c'est très bien, mais il s'agit d'un acier W1 qu'on frappe contre des manches de pince. Un tranchant plus robuste aurait sans doute été nécessaire. Mais bon, tous les éléments sont réunis, c'est très bien, beau travail. Merci, monsieur. Je pense que nos lames ont été testées, Kilanier. Mais j'espère que le design de mon manche se démarquera des autres et qu'il me permettra de continuer l'aventure. C'est un immense plaisir de vous retrouver ici à la forge de Clay Spencer et de vous regarder travailler. Vous êtes tous les trois des forgerons très talentueux, mais il s'agit d'une compétition, ce qui signifie que seuls 2 d'entre vous pourront accéder à la prochaine étape. Le candidat qui quitte la forge est... Cole. Et Ben va vous expliquer pourquoi. Cole, en vous regardant travailler, je vois bien que vous êtes un forgeron très talentueux. Mais comme ces 3 lames ont eu des résultats à peu près équivalents lors des tests, il a fallu examiner de plus près les qualités artisanales et artistiques requises, et la vôtre n'a pas été à la hauteur de celle de vos adversaires. Cole, c'était un réel plaisir, mais malheureusement l'aventure se termine pour vous. Je vais vous demander de bien vouloir quitter les lieux. Je suis fier du travail que j'ai réalisé mieux, et j'ai fait mon possible, mais ça n'a pas suffi. Les autres concurrents sont d'excellents forgerons. Je pense qu'ils ont de grandes chances de remporter la compétition. Je croise les doigts. Ce serait génial de gagner 10 000 $ pour la forge de Clay Spencer. Jesse et Jason, félicitations. Vous pourrez participer à la 2e épreuve. Ce qui signifie que l'un de vous pourra atteindre la dernière étape du tournoi et potentiellement remporter un chèque de 20 000 $ d'équipement et de fournitures pour cet atelier de forge. Normalement, à ce stade de la compétition, on vous demande de rentrer chez vous et de fabriquer une arme historique iconique pendant 4 jours. Mais pour représenter votre région, on aimerait que vous fabriquiez plutôt cet outil. À la fin de la journée, j'ai atteint mon objectif. Je suis fatigué, mais je suis prêt pour recommencer le lendemain. Je le regarde, mais malheureusement, il est seulement bon pour la poubelle. Je peux rien en faire. Puis me démarquer des autres concurrents.
Non, je le savais, je le sentais. Jesse, jusqu'à ce dernier coup, tout allait bien. La structure du grain a l'air bien, il est bien serré, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Mais je suppose, par rapport à certains coups que j'ai donnés sur la brouette, que le point d'interface de ronde à plate, et où il y a un petit creux en dessous, a suffi à créer une tension qui a provoqué cette fissure. D'accord, monsieur. Jesse, vous avez survécu à tous les coups, sauf au dernier. Mais malheureusement, comme votre fourche s'est cassée, on considère qu'il s'agit d'une défaillance critique et on ne peut donc pas continuer à la tester. Mais attention, le combat n'est pas encore terminé. Jason, pour passer à la dernière étape du tournoi, 9 coups. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Très bien, à toi Ben. En voyant Ben s'emparer de cette fourche, je sue à grosses gouttes. Jesse, malheureusement la compétition prend fin et vous ne participerez pas à l'épreuve finale. Merci pour votre détermination, mais à ce stade, je vais vous demander de bien vouloir quitter la forge. Merci pour cette opportunité. Ma fourche s'est cassée. Je m'y attendais pas, mais c'est comme ça. Et je suis quand même content d'en être arrivé là. J'ai beaucoup appris, mais c'était aussi très fun comme expérience. Et je suis au final, parce qu'il a fait un travail vraiment extraordinaire. Je pense qu'il a toutes ses chances. Jason, félicitations. Vous avez encore plus de chances d'empocher un chèque de 20 000 $ et d'obtenir 10 000 $ en matériel et fournitures pour Bells et la John C. Campbell Fall School. Mais le chemin est encore long, parce qu'il faudra se mesurer à 3 autres forgerons. Mais avant de vous laisser partir, on a envie de vous serrer la main et vous souhaiter bonne chance. Je suis con que j'étais pas un forgeron de fourche, mais maintenant oui, parce que j'en ai fait une, et elle a tenu le coup. Je suis ravi de représenter Ben et John C. Campbell pour l'épreuve finale. J'espère que je leur ferai honneur, que je gagnerai et que je rentrerai chez moi heureux. On le soutenait de toute leur force dans cette aventure. Il était ravi de participer à l'émission Le Meilleur Forgeur et espérait vraiment elle emporter pour faire rayonner encore davantage cette passion qui était la sienne. Les 4 forgerons furent accueillis au sein de la forge. « Messieurs, bienvenue à la forge », déclara l'animateur. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition qui offrira à elle un des entre vous le titre de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Cette compétition se déroule en 3 épreuves, à la fin desquelles le jury procédera à ses choix. Voici les hommes qu'il vous faut impressionner. Qui franchira les étapes et qui rentrera chez lui bredouille, c'est eux qui le décideront. Derrière moi, poursuivit l'animateur. Sont réunis tout type d'objets qu'on peut trouver dans un garage de particulier. Il y a un matelas, un trampoline, des tringles à rideaux, des pogo-sticks et même des pinces à linge. Ces objets ont tous une spécificité commune. Ils comportent des ressorts et aciers à haute teneur en carbone. Voilà le matériau qu'on va vous demander d'utiliser. Henri se sentit un peu fébrile. Car bien qu'il ait réalisé pas mal des armes à partir de morceaux de récup en acier, il n'avait jamais travaillé avec des objets aussi conséquents. Ce serait un problème pour lui. Ils tirèrent au hasard l'ordre de sélection. Brandon, ayant vu le trampoline, se dit immédiatement que ce serait le plus facile à démonter et qu'il perdrait ainsi moins de temps. Il choisit le trampoline. Dottie, elle, pencha pour le pogo-stick rouillé. Tout le monde aurait voulu le trampoline, mais comme il était pris, elle se rabattit sur ce deuxième choix. Henri, quant à lui, opta pour les pinces à linge, sachant que à l'intérieur, les ressorts étaient faits d'un acier très robuste qui, mélangé à de la poudre d'acier, ferait un super alliage. Matt, en dernier, n'eut plus le choix qu'entre le matelas et les tringles à rideaux. Sachant que l'acier des tringles ne lui suffirait pas, il choisit le matelas. Pour les 3 candidats qui accéderaient à la prochaine épreuve, il faudrait ajouter un manche pour transformer la lame en arme fonctionnelle. Elle passerait alors plusieurs tests, un test de résistance sur des pogo-sticks,
puis un test de tranchant avec la découpe de tubes en caoutchouc. La compétition commença. Dottie fut très maligne en optant pour le pogo stick, ce qui lui permit d'aller tout de suite à la scie. Henry, de son côté, travaillait minutieusement, retirant les ressorts des pinces à linge comme s'il retirait des têtes de crevettes. Signe qu'il avait l'habitude. Matt, pour son matelas, décida de tapisser l'intérieur de son caisson de blanc correcteur pour éviter que l'acier carbonène adhère à l'acier doux du caisson. Il ne s'agissait que d'une épaisseur d'à peine 2,5 cm. Mais il voulait mettre toutes les chances de son côté. Il remplit son caisson d'une fine couche de poudre d'acier avant d'intégrer les morceaux de ressort, tapotant sur les côtés pour assurer une compacité maximale. Il pensait que 3 heures, c'était bien trop peu pour forger une lame. Mais il donnerait le maximum. Brandon, lui, préféra utiliser du papier pour protéger son caisson. Ce qui était plus rapide car il n'avait pas à attendre que cela sèche. Il se dit banco lorsqu'il vit le trampoline. Il aimait que le dos de sa lame soit léger pour lui conférer plus de flexibilité, ce qui lui permettrait de mieux absorber les coups et d'éviter la casse. 1 heure s'était déjà écoulée. Les juges surveillaient les candidats. Lorsque les candidats échouaient, c'était souvent que la préparation était mal réalisée ou que le caisson n'était pas resté assez longtemps au feu. Soudain, une pluie d'étincelles jaillit de la forge de Matt. C'était le signe qu'un des matériaux à l'intérieur de son caisson brûlait, ce qui était normalement à éviter. Pourtant, il ne semblait pas inquiet. Il avait fait un petit trou pour éviter l'explosion. Ce que l'on voyait, c'était de la poudre d'acier qui s'échappait, offrant un magnifique feu d'artifice. Il se rendit à la presse. Sa soudure semblait tenir. Il alla à la scie à onglet et tomba sur un acier solide et homogène. C'était parfait. En revanche, Henry connut des difficultés. Il plaça son caisson au feu, mais ses soudures n'étaient pas parfaites aux extrémités. Il perdait de la poudre. Il tira son caisson, qui s'ouvrit sans trop de difficulté. Mais il se rendit compte que trop de poudre avait été perdue et que des fissures s'étaient formées. Il commença à paniquer. Il meula pour voir si les fissures étaient profondes, mais le constat fut sans appel. Elle était fissurée de toutes parts. Il n'avait absolument pas le temps de tergiverser et dut tout recommencer, se remettant à décortiquer ses pinces à linge sous la pression du temps. Brandon, lui, semblait sur des soudures de sa billette. Il choisit de réaliser un copie grec, une lame très tranchante avec un manche très sympa. Il limitait ainsi le risque de casse. Matt décida de réaliser un scramasax de Viking, un couteau aussi performant à la frappe que à la découpe. Dottie était à la presse, mais sa billette lui paraissait encore trop épaisse, environ 1 centimètre. Elle fatiguait. Elle décida d'utiliser le marteau pilon, la grosse bleue, et fut bluffée par sa puissance. Il ne restait que 60 minutes d'épreuve. Henry, malgré sa frustration, travaillait mieux sous pression. Il avait reforgé une billette et travaillé la forme de sa lame. Matt, après avoir retiré le reste de papier carbonisé, passa à la meuleuse. Quelques coups à peine transformèrent la billette en lame. Il passa à la trempe, tout comme Brandon, qui n'entendit aucun craquement suspect. Signe d'une bonne trempe. Dottie, elle, luttait avec l'épaisseur de son acier, craignant de ne pas aller assez vite. Elle meula jusqu'à la dernière seconde. Lorsque le signal de fin retentit, les candidats posèrent leurs outils. Ils avaient transformé des objets domestiques en lames signature. Henry présenta son couteau. Le travail était beau, la forme élégante. Même s'il lui faudrait retravailler son manche pour la suite. Dottie, elle, avait réussi à présenter une lame malgré les difficultés, ce qui était une victoire en soi. Brandon présenta son arme, à l'allure fière, sans aucun défaut apparent, bien qu'un peu courbé. Matt, quant à lui, présenta une lame à la forme agressive, mais avec un manche un peu trop imposant. Le jury délibéra et décida d'éliminer Dottie. Elle partit avec tristesse, mais sans amertume.
consciente que la seule façon de progresser était de continuer à forger. Les 3 hommes restants, Henry, Brandon et Matt, étaient qualifiés pour la deuxième épreuve. Ajoutez un manche bicolore à leur arme fonctionnelle, dans un délai de 2 heures. Ils disposaient d'un accès illimité à la réserve de matériaux. Matt, fort de son expérience, savait qu'il fallait une soie pleine, percer un trou au centre, étaler la résine et appliquer de la pression. Il profitait du séchage de sa résine entre son bois rouge et son érable pour retravailler sa lame. Les autres candidats lui donnèrent le conseil de réduire sa soie. Car un couteau dont le manche n'est pas bon est un couteau dangereux. Brandon, quant à lui, essayait de donner plus d'épaisseur à son manche en utilisant du cuir qu'il glissait entre le métal et le bois. Il eut des difficultés à percer sa soie, la mèche ne parvenant pas à faire un trou. Il choisit alors un plan B, percer sa soie au chalumeau, une méthode rapide et efficace. Henry était déjà en train de coller son manche alors qu'il restait encore 1 heure d'épreuve. Travaillant avec une décontraction totale, il réalisait une mitre très propre, ce qui était extrêmement malin pour renforcer la jonction du manche bicolore. Le temps imparti écoulé, les armes furent soumises au test. Le test de résistance fut rude. Les couteaux furent frappés contre des pogo sticks. Le couteau de Matt subit de sacrés dégâts, signe d'un traitement thermique possiblement trop chaud. Le couteau de Brandon tint bon, bien que son tranchant fût légèrement abîmé. Henry, de son côté, fut très serein en frappant, et bien que sa lame fût quelque peu endommagée. Le résultat est... Brandon, lui, refusait de s'encombrer de préparations trop lourdes. Il aimait la spontanéité. Pour mon caisson, je cherche la légèreté. Si je réussis à réaliser ma lame exactement comme je la visualise, cela lui apportera de la souplesse, confia-t-il. Le temps s'écoulait inexorablement. 1 heure était déjà passée. Les forges rugissaient. Matt, confiant dans sa méthode du papier brûlant à l'intérieur du caisson, surveillait attentivement la chaleur de sa billette. Soudain, un feu d'artifice d'étincelles jaillit de la forge de Henry. C'était le signe que de la poudre d'acier s'échappait, brûlant vivement. Henry, loin de paniquer, avait prévu un petit trou pour éviter toute explosion. Et il se dépêcha de presser le tout. Pourtant, à l'ouverture du caisson, la désillusion fut totale. Les soudures n'étaient pas parfaites et des fissures parsemaient la billette. L'échec semblait proche. Mais Henry était un battant. Il décida, avec une ténacité exemplaire, de tout recommencer, bien que cela lui coûte un temps précieux. Pendant ce temps, Brandon travaillait sa lame signature, un copie grec, tandis que Matt tentait de façonner un scramasax de viking. Dottie, quant à elle, peinait avec l'épaisseur de son acier mais refusait d'abandonner, meulant sans relâche jusqu'aux dernières secondes. À la fin de la 3e heure, le gong retentit. « Messieurs, dames, éteignez vos machines et posez vos outils. » La première épreuve était terminée. Les lames furent présentées au jury. Henry, malgré ses déboires initiaux, avait réussi à présenter un travail de qualité, bien que son manche eût besoin d'être retravaillé. Matt, malgré le matelas, avait su tirer son épingle du jeu. Brandon, lui, présenta une lame saine mais manquant de droiture. Le verdict tomba, Dottie était éliminé. Malgré sa persévérance, sa lame était celle qui présentait le plus grand besoin de retouche. Elle quitta la forge avec dignité, consciente que le chemin du forgeron est une succession d'apprentissages. La seconde épreuve commença alors pour les 3 survivants. L'objectif, créer une arme fonctionnelle avec un manche bicolore. La contrainte était forte et le temps, limité à 2 heures, mettait les nerfs à rude épreuve. Matt, tirant les leçons de l'épreuve précédente, décida de réduire la soie de sa lame. Il savait qu'un couteau dont le manche n'est pas adapté est un couteau dangereux. Brandon, quant à lui, cherchait à donner plus d'épaisseur à son manche en utilisant du cuir. Une technique ingénieuse pour compenser la finesse de sa base. Henry, toujours d'un calme olympien, réalisait son manche avec une aisance qui en imposait. Il utilisa une mitre pour renforcer la jonction.
Une décision tactique qui démontrait sa grande maîtrise technique. Les tests de résistance sur les pogo-sticks furent impitoyables. Le couteau de Matt subit de sacrés dégâts, sa lame montrant des signes de faiblesse face à l'acier trempé du test. Brandon, malgré une lame un peu abîmée, vit son couteau résister, tout comme celui de Henry, dont la prise en main fut saluée. Cependant, lors du test de tranchant sur des tubes en caoutchouc, le jury fut sans appel. La lame de Matt, endommagée lors du premier test, ne coupait plus avec la netteté requise. Matt fut donc éliminé. Il quitta la compétition avec le sentiment d'avoir vécu une expérience marquante, soulignant que cette épreuve l'avait poussé dans ses derniers retranchements. Enfin, la finale. Pour Henry et Brandon. Il s'agissait de réaliser le sabre de cavalerie de la Grande Armée de Napoléon. 4 jours pour forger cette arme légendaire, avec ses caractéristiques précises. Une longueur entre 71 et 76 cm, une courbe prononcée. Une gouttière de chaque côté et un manche orné d'un quillon, d'un orillon et d'un bouton de rivure. Les 4 jours furent intenses. Henry se lança dans la réalisation d'un acier damassé, travaillant chaque détail avec une minutie infinie. Brandon, de son côté, opta pour un acier 80CRV2, cherchant à donner à sa lame sa courbe napoléonienne avec une force physique impressionnante. Cependant, le 3e jour, la trempe faillit tout gâcher. Henry, après un premier échec, réussit à rectifier le tir lors d'une seconde trempe salvatrice. Brandon, lui, dut également recommencer, apprenant à ses dépens que l'huile froide ne pardonne pas les erreurs. Le 4e jour, la phase de finition fut un véritable marathon. Henry utilisa du cuir pour son manche et dans une recherche d'esthétique pure, y ajouta un fil de cuivre. Le résultat était magnifique. Brandon, lui, créa une pièce de métal composite, un véritable Frankenstein artisanal. Lors du test ultime, devant le jury, les sabres furent mis à l'épreuve. Le sabre de Henry, d'une légèreté et d'une maniabilité exceptionnelles, impressionna par sa capacité de coupe lors du test de létalité. Celui de Brandon, bien que robuste, fut victime d'une défaillance catastrophique. La lamée, présentant des zones noircies et des microfractures suite à un traitement thermique inadéquat, finit par casser. Henry Walker restait seul en lice. Le jury lui décerna le titre de meilleur forgeron et le chèque de 10 000 $. Henry, incrédule, ne réalisait pas encore l'ampleur de sa victoire. Il venait de prouver à lui-même et au monde entier, à travers la maîtrise du feu et de l'acier, que la persévérance est la plus belle des armes. Sa vie de forgeron venait de prendre un tournant décisif. Et cette reconnaissance n'était que le début d'une aventure humaine et technique qu'il n'était pas prêt d'oublier. Il s'appelait Henry Walker, il venait de Hobart, et ce jour-là, il était, sans l'ombre d'un doute, le meilleur. C'était, en tout point, génial. Voici le récit de votre aventure, telle une épopée forgée dans le feu et l'acier. Adaptée selon vos consignes. Il était une fois dans la petite ville de Hobart, située dans l'Oklahoma. Un homme nommé Henry Walker. À 46 ans, il exerçait le métier de forgeron depuis environ 10 ans. Tout avait commencé par un concours de circonstances plutôt singulier. Henry possédait un couteau dont il ne se séparait jamais, qu'il trimballait partout avec lui. Un jour, il finit par le perdre. Lorsqu'il en parla à son meilleur ami, celui-ci, loin de lui témoigner de la compassion, se moqua ouvertement de lui. Il n'en fallut pas davantage pour piquer l'orgueil d'Henry. Pour prouver à cet ami qu'il avait tort de le sous-estimer, il se mit à la forge, découvrant alors une passion qui allait devenir sa vie. Dans une petite ville de Californie du nom de Woodland, vivait une femme prénommée Dottie Derry. Un jour, à une occasion dont elle ne se souvenait plus très bien, sa sœur lui avait offert un kit pour réaliser un couteau. Ce fut une révélation. Elle adora cela immédiatement. Elle se disait souvent que pour un cadeau qui avait dû coûter environ 80 $ à sa sœur, elle pouvait désormais s'équiper convenablement. Un matin, en arrivant à la compétition, elle croisa Henry.
Comment ça va, Dottie demanda-t-il. J'y ai dormi 2 heures, mais je pète la forme, répondit-elle avec enthousiasme. Il en allait de même pour Brandon Androski, un homme de 38 ans originaire de Provo, dans l'État de l'Utah, et forgeron professionnel. Il expliqua qu'à l'âge de 8 ans, il avait emprunté un livre sur les Vikings à la bibliothèque. L'ouvrage détaillait les outils qu'ils utilisaient et leurs techniques de forge. Il s'était dit, alors même qu'il était encore un enfant, que c'était une chose qu'il pourrait faire. Brandon avait une particularité, celle d'avoir beaucoup d'amis ayant servi dans l'armée américaine. Il savait combien le retour à la vie civile était difficile pour eux. C'est pourquoi il avait instauré une tradition dans sa forge. Chaque vétéran se voyait offrir un cours de fabrication de couteaux pour apprendre à se canaliser. Il espérait d'ailleurs pouvoir ouvrir un centre pour les aider davantage. Le 4e participant se nommait Matt Danielson. Âgé de 40 ans, il était le directeur d'une petite école de coutellerie à Salt Lake City. Il confia que sa femme et ses 4 enfants avaient la capacité à couper. Globalement, Henry, votre sabre peut tuer. Merci. Brandon, c'est à vous. Prêt? Prêt. C'est parti. Vu l'extrême longueur de ma lame. Je suis très inquiet concernant sa résistance à l'action avec les cadres à sucre. L'expression « ça passe ou ça casse » prend tout son sens. Bien, Brandon. Commençons par votre manche façon la fiancée de Frankenstein. Le bronze que vous avez ajouté est très agréable dans la paume de ma main. Bien, au moins, votre lame est décalée par rapport à la base. Elle est déviée. De ce fait, à chacune de mes frappes, et comme votre lame est plutôt épaisse et lourde. En fin de mouvement. Mais globalement, votre sabre peut tuer. Ravi de l'entendre. Messieurs, il est temps de passer au test de résistance à l'aide de pastèques et de crâne. Henry, vous êtes prêt? Prêt. Bien. Allons-y, désolé pour le bazar. Je tiens à vous féliciter pour le poids plume de votre sabre. Votre tranchant a subi de légers dommages. Je peux pincer mon ongle sans problème sur cette section, mais ça ne l'empêche pas de couper. Merci. Brandon, vous êtes prêt? Prêt. C'est terrible. Bien, on a 2 ou 3 petits problèmes. Le grain est très épais. Vous voyez sûrement le reflet de là-bas. L'autre problème, c'est qu'il y a plusieurs zones noircies à l'endroit où le sabre s'est cassé. C'est le signe qu'il a subi de multiples microfractures. Voilà que le traitement thermique n'a pas suffi à affiner le grain. Quoi qu'il en soit, regardez. Brandon, votre sabre pouvait couper, mais malheureusement, le test de résistance a eu raison de lui. Votre lame est cassée, ce qui est une défaillance catastrophique. Car les tests ne peuvent pas continuer. Merci d'être venu, mais la compétition s'arrête ici pour vous. Je vais devoir vous demander de quitter la forge. J'ai un sentiment partagé. J'ai certainement raté quelque chose au moment de la trempe. Mais le sabre de Henry est incroyable de toute façon. C'était une expérience extraordinaire. Ça m'a beaucoup apporté, et je ne regrette absolument pas d'avoir participé. Henry, vous n'avez plus de concurrent. Vous êtes le meilleur forgeron, et vous recevrez un chèque de 10 000 $. Bravo. Alors? J'en reviens pas. Vous nous avez présenté un très beau sabre. Félicitations. Je ne réalise pas encore tout à fait. Mais j'ai bien vu que mon sabre a été très performant sur les tests. J'ai eu de bons commentaires sur mon travail. Je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je m'appelle Henry Walker, et je suis le meilleur forgeron. C'est génial. Quelle belle aventure humaine et technique nous venons de vivre à travers cette compétition. Où la patience, la rigueur et la passion ont guidé chaque coup de marteau. Ces artisans, à travers leur quête de perfection, nous rappellent que derrière chaque objet forgé se cache une part de l'âme de celui qui l'a créé. Pensez-vous que la persévérance d'Henry dans sa quête pour prouver son talent à son ami a été le moteur principal de sa réussite tout au long de cette épreuve? Ou est-ce sa capacité à rester calme sous pression qui a fait toute la différence? Il était une fois, dans la paisible bourgade de Hobart, située au cœur de l'État de l'Oklahoma.
Un homme nommé Henry Walker. Âgé de 46 ans, Henry menait une existence rythmée par le travail du métal. Exerçant le métier de forgeron depuis environ 10 ans. Tout avait commencé par un incident aussi banal que frustrant. La perte du couteau qu'il trimballait partout avec lui, comme une extension de sa propre main. Lorsqu'il en fit part à son meilleur ami, celui-ci, loin de lui témoigner de la compassion, se moqua ouvertement de sa maladresse. Ce fut le déclic. Piqué au vif, Henry décida de se mettre à la forge, non seulement pour remplacer son outil perdu, mais surtout pour prouver à cet ami qu'il avait tort de douter de ses capacités. Il voulait transformer cette déconvenue en un art, en une maîtrise absolue du fer et du feu. Dans le même temps, à des milliers de kilomètres de là, dans la petite ville californienne de Woodland, une femme nommée Dottie Derry vivait une aventure différente. Dottie ne se destinait pas à la forge, jusqu'au jour où sa sœur, sans raison particulière, lui offrit un kit complet pour réaliser un couteau. Ce fut une révélation immédiate. Ce qui n'était au départ qu'un cadeau modeste, ayant sans doute coûté 80 $, devint le moteur d'une passion dévorante. Dottie se prit au jeu, investissant progressivement pour s'équiper convenablement, transformant son garage en un atelier de création. Lorsqu'elle retrouva ses compères de compétition, fatiguée par une nuit de 2 heures mais rayonnante, elle partagea son enthousiasme avec Brandon Androski, un forgeron professionnel de 38 ans, originaire de Provo dans l'État de l'Utah. Brandon, lui, portait en lui une flamme allumée dès l'âge de 8 ans. Après avoir emprunté à la bibliothèque municipale un livre fascinant sur les Vikings, il y avait découvert leurs outils, leurs techniques ancestrales. Et une certitude s'était ancrée en lui, il pouvait, lui aussi, créer de ses mains. Fort de son expérience, Brandon avait développé une fibre sociale remarquable. Ayant beaucoup d'amis ayant servi dans l'armée américaine, il connaissait la difficulté du retour à la vie civile. En guise de soutien, il avait instauré une tradition dans sa forge. Chaque vétéran se voyait offrir un cours de fabrication de couteaux pour apprendre à se canaliser, à transformer le chaos intérieur en une lame d'acier pur. Son rêve était d'ailleurs de fonder un véritable centre dédié à ces héros. À leur côté se trouvait Matt Danielson, 40 ans, directeur d'une petite école de coutellerie à Salt Lake City. Matt était un homme comblé, soutenu par sa femme et ses 4 enfants qui étaient son premier moteur. Son désir profond était de remporter cette compétition, le meilleur forgeur, pour faire rayonner davantage sa passion et son école à travers tout le pays. Le présentateur, s'adressant aux 4 candidats, brisa le silence solennel de l'atelier. « Messieurs, bienvenue à la forge. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition qui offrira à l'un d'entre vous le titre de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de 10 000 $. La compétition se déroule en 3 épreuves, à la fin desquelles le jury décidera de votre sort. Qui franchira les étapes et qui rentrera chez lui bredouille, c'est à eux de le décider. » Derrière le présentateur étaient entassés des objets hétéroclites, un matelas, un trampoline, des tringles à rideaux, des pogo-sticks et des pinces à linge. Tous ces objets partageaient une spécificité commune. Ils contenaient des ressorts d'acier à haute teneur en carbone. C'était là le matériau imposé. Henry, bien qu'habitué à travailler avec des morceaux de ferraille de récupération, confia son appréhension, jamais rien d'aussi conséquent. Ça va être un problème pour moi. Le tirage au sort de l'ordre de sélection fut rapidement effectué. Brandon, le premier à choisir, jeta son dévolu sur le trampoline. Quand j'ai vu le trampoline, je me suis tout de suite dit que ce serait le plus facile à démonter. Expliqua-t-il. C'est avec ça que je perdrai le moins de temps. Dottie, elle, opta pour le vieux pogo-stick rouillé, tandis qu'Henry choisit les pinces à linge, confiant dans la robustesse de leurs petits ressorts. Matt, dernier de la liste, hérita du matelas. C'est bien ma veine, plaisanta-t-il, mais j'ai déjà un plan en tête. La règle fut posée. Pour les 3 candidats qui accéderaient à la seconde étape, il faudrait ajouter un manche pour transformer la lame en une arme fonctionnelle, soumise à des tests rigoureux de résistance et de tranchant. La compétition commença.
Dans la forge, l'ambiance devint électrique. Les candidats s'affairaient avec une précision chirurgicale. Dottie, très organisé, se rendit immédiatement à la scie pour découper son pogo stick. Tandis qu'Henry s'appliquait à extraire ses ressorts comme on soigne une œuvre d'art. Matt, malgré la difficulté apparente du matelas, restait concentré, utilisant du blanc correcteur dans son caisson pour éviter que l'acier ne colle aux parois. Une astuce technique qui laissa ses confrères perplexes mais admiratifs. Merci. Messieurs. L'heure est venue pour les juges de déterminer les deux d'entre vous qui s'affronteront en finale 2. Cette compétition. Merci de les laisser se concerter en regagnant les coulisses. Bon, 3 bons couteaux, mais il faut faire un choix. Ton avis, Doug? J'hésite entre le couteau de Henry et celui de Matt. Commençons par celui de Matt. Son tranchant a coupé parce qu'il a été abîmé. Sa lame est devenue crantée par la force des choses. Maintenant, passons à Henry. Son tranchant n'est pas ressorti intact du test. Mais la casse n'est pas aussi conséquente que pour Matt. David. Le couteau de Henry est très bien construit. Alors oui, il y a de petits dégâts, mais sa lame est entière. Si on compare 6 mètres de sa lame, le tranchant a disparu à la suite du test de résistance. Très bien, entendu. J'ai ton avis? Pour ce qui est du test de résistance, aucun couteau ne s'est démarqué. Mais celui de Matt a davantage souffert. Ok. Je crois que c'est clair, mais pour être sûr, Dave, ton choix est fait? Oui. Doug? Oui. Et toi, Jay? Absolument. Je les rappelle. Messieurs, vous êtes au coude à coude depuis le début de la compétition. Vous vous êtes tous prouvés. La décision était très difficile à prendre, mais les juges ont fait un choix. Le candidat qui quitte la forge est Matt. Votre couteau n'est pas de taille, et David va vous expliquer pourquoi. Je tiens à saluer le couteau que vous avez présenté. J'ai adoré le fait que vous ayez utilisé du cuivre pour votre mitraille. C'est sur le test de résistance que ça s'est joué. Car votre lame a davantage souffert que les deux autres. Voilà pourquoi. Matt, vous êtes malheureusement tombé sur plus fort que vous. Et la compétition s'arrête ici pour vous. Merci. Merci. Beau travail. Je comprends leur choix. Le test de résistance était très costaud, mais je suis déçu des dégâts que mon tranchant a subis. C'est une expérience marquante. Je m'attendais à ce qu'on me pousse dans mes retranchements, et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Messieurs, vous avez mérité votre tour pour fabriquer une arme emblématique de l'histoire au sein de votre propre forge. Voici ce qu'on attend de vous, le sabre de cavalerie sous Napoléon. Ce sabre est l'une des armes les plus populaires en France, et l'une des plus redoutées sur les champs de bataille européens au début du XIXe siècle. Avec sa lame à tranchant unique, fortement courbée et pointant vers le haut. Il est conçu pour délivrer sa puissance maximale à chaque coup. L'armée de Napoléon est l'une des plus victorieuses de l'histoire. Les ravages causés par ce sabre n'y sont pas étrangers. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration de l'assaut pour défaire les Russes lors de la bataille d'Austerlitz en 1805. Messieurs, soyez attentifs au cahier des charges qui vous attend. Votre lame, de la pointe à la garde, doit mesurer entre 71 et 76 cm. On attend une courbe, un tranchant unique et une gouttière de chaque côté du dos. La poignée doit inclure un quillon du côté du dos de la lame, un orillon et un bouton de rivure. Je ne suis pas très serein. C'est certainement la poignée qui va me donner le plus de fil à retordre. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Ça s'annonce compliqué. Vous avez du pain sur la planche, mais vous nous avez prouvé votre talent. Bonne chance à vous, et rendez-vous dans 4 jours. Bonne chance à toi aussi. Aujourd'hui, j'attaque la 3e épreuve. Mon premier objectif est de réaliser un acier à très joli motif qui ressortira bien. Lorsqu'on vient torsader une billette, le risque, c'est d'y aller trop fort et qu'elle se casse en deux. Alors je garde pas mal d'épaisseur. Le premier jour touche à sa fin. J'ai accompli mon objectif de réaliser une billette torsadée.
Je suis un peu en retard sur mon planning, mais ça va. C'est le premier jour. Je vais m'attaquer à un morceau d'acier 80 CRV2. Comme il est long, j'ai l'argent. Je commence par lui donner sa courbe initiale. Le plus difficile dans le fait de forger ce sabre à la main. C'est sans aucun doute de respecter cette forte courbe. Ça va chauffer sec. La première journée est terminée et ma lame est forgée. Je suis content de la taille obtenue. Demain, je finirai de meuler ma lame et je ferai un traitement thermique rapide. C'est délicieux. C'est le matin du 3e jour et je l'ai étiré. J'ai aussi fabriqué toutes les parties de mon manche. Je pense que je suis dans les temps. Je dois maintenant passer au traitement thermique et à la trempe. L'heure de vérité a sonné. Ma lame est-elle droite ou non? Elle ne l'est pas. C'est la cata. La trempe a complètement déformé ma lame. Elle est bien dure, mais elle est toute tordue. Tout n'est pas perdu. Je peux encore recommencer le traitement. Je vais retourner à la trempe. J'espère que ça se passera mieux cette fois. J'ai de la veine. Il y a quelques lettres, mais je pourrai toujours rattraper ça à la meuleuse. Début du 3e jour. Je ne suis pas très confiant concernant ma lame. Hier, j'ai procédé à la trempe dans une huile froide, ce qui n'est pas très malin. Parce que ça a tendance à rigidifier la lame. J'avais oublié de chauffer l'huile. Programme du jour, repasser à la trempe et travailler mon manche et ma garde. Voilà, on est bon. Hop, elle est bien droite. J'ai bien fait de recommencer ma trempe. Pour le manche, ce sera du noyer. Pour la calotte, ce sera du bronze. Et pour la garde, je prends un joli morceau d'acier W2. Là, je fabrique mon parada. Je crois que je vais partir sur un manche avec un léger corbeau. Le 3e jour est terminé. Quelle journée! Il ne me restera plus qu'à assembler le manche, et mon sabre sera prêt. C'est déjà le 4e jour, et j'ai encore beaucoup à faire. Finition, révélation à l'acide, je profite du bain d'acide pour finir mon manche. Je n'avais encore jamais recouvert un manche de cuir. Le résultat est plus sympa qu'anticipé. À la sortie du bain d'acide, l'aspect de ma lame est très satisfaisant. C'est joli. Maintenant que mon sabre est prêt, je croise les doigts pour que les 10 000 $ me reviennent. C'est le dernier jour de l'épreuve, et j'ai encore plein de boulot, notamment pour le manche. Je vais enrouler un fil de cuivre autour de mon manche. Ça permet d'offrir une bonne prise en main avec le cuir si on serre bien comme il faut. L'idée, c'est aussi de rendre le tout le plus esthétique possible. Là, c'est joli. J'ai pris un plaisir fou à fabriquer ce sabre. Je suis très satisfait de mon travail. Messieurs, bienvenue à la forge pour cette 3e session de test. Vous aviez 4 jours pour réaliser un sabre de cavalerie de la grande armée de Napoléon. D'ici, ils sont très ressemblants. Mais, afin de déterminer lequel d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et les 10 000 $, vos armes doivent passer une série de tests. Avant cela, parlez-moi un peu de vos sabres. Pour ma lame, j'ai réalisé un acier damassé à partir d'acier 80 CRV, 10-80 et 15N20. Le parada, le quillon et le pommeau sont réalisés à partir d'hameçons. Le manche, lui, est recouvert de cuir. D'accord, super. Et vous, Brandon? Ma lame est en acier 80 CRV2. Mon manche est une sorte de Frankenstein avec un mélange de cuivre, de bronze et de cuir. Messieurs, vos sabres sont encore à vérifier. Nous allons commencer par le test de létalité avec Doug. Messieurs, bienvenue au test de létalité. Henry, vous êtes prêts? Absolument. Bien, allons-y. Je ne sais pas du tout si mon sabre sera performant. Ma lame est volontairement fine pour qu'elle soit légère. Donc oui, je n'emmène pas large. Henry, pour commencer, je dois dire que votre sabre est très léger. Bien vu, ça le rend très facile à manier. La construction de votre manche offre une très bonne prise en main. Pour ce qui est de votre tranchant, je suis impressionné par ses cailles. Merci. C'est votre lame. Ce que j'aime dans votre lame,
c'est sa forme très agressive. Mais le manche est imposant. Si jamais vous accédez à la prochaine étape, il faudra bien vous assurer d'y remédier pour que la prise en main soit la plus optimale possible. Votre lame est déjà jolie en l'état et très propre. Mesdames, messieurs, vous pouvez déjà être tous très fiers de votre travail. Mais celui ou celle qui quitte la forge est Dottie. Votre lame n'est pas de taille et Jeb va vous expliquer pourquoi. Dottie, vous n'avez jamais rien lâché. Mais au bout du compte, votre lame est celle qui nécessite le plus de retouches. Voilà pourquoi vous partez. Je comprends. Dottie, merci d'être venu nous montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais la compétition s'arrête ici pour vous. Je vais quitter la forge. Je comprends tout à fait la décision du jury. Je suis forcément un peu triste. Mais c'est déjà une grande victoire pour moi d'avoir réussi à présenter une lame. Je pars dès la première épreuve, mais aucune chance que cela me démotive pour autant. La seule façon de progresser, c'est de continuer à forger, et c'est ce qui me rend heureuse. Messieurs, bravo à vous de vous accéder à la deuxième épreuve de cette compétition. Il s'agit maintenant de créer une arme fonctionnelle et corriger ses éventuels défauts. Avant de vous y atteler, voyons les matériaux à votre disposition. Vous aurez un accès illimité à la réserve qui se trouve ici. La seule contrainte est que votre manche soit bicolore. Nous vous demandons 2 couleurs distinctes sur chaque côté. Le revêtement, lui, ne compte pas. Lorsque vous remettrez votre couteau au juge, ils les soumettront à un test de résistance sur des pogo-sticks, puis à un test de tranchant avec des tubes en caoutchouc. Il ne faudra que 2 heures pour cette épreuve. Et le chrono commence maintenant. Comment vous vous y prendriez pour réaliser le manche bicolore? Il faut une soie pleine. On prend les matériaux qu'on veut, on perce un trou au centre, on étale sa résine. On applique de la pression dessus, et basta. J'ai la chance de ne pas avoir à rectifier grand-chose sur ma lame. Je peux donc prendre le temps de construire correctement mon manche. Je profite que la résine entre mon bois rouge et mon érable sèche pour retravailler. On dirait que Matt met en application ton conseil de réduire sa soie. Un couteau dont le manche n'est pas bon, c'est un couteau dangereux. C'est aussi simple que ça. Elle est vraiment trop longue. Il peut en retirer un gros morceau et tout de même avoir bien assez de matière pour repasser à la meuleuse et obtenir un joli manche. Les copains m'ont dit que mon manche était trop fin et ça me met un petit coup de pression. Il faut absolument que je lui donne de l'épaisseur. Et pour ça, je vais utiliser du cuir. J'en glisse une couche de chaque côté entre mon métal et mon bois. J'essaie de percer ma soie, mais rien n'y fait. La mèche ne parvient pas à faire un trou. Mais pas d'inquiétude, j'ai un plan B. Mon plan de secours, c'est de percer ma soie au chalumeau. Très vite. C'est bien plus rapide qu'avec une mèche. C'est une manière très efficace de préparer sa soie à accueillir des rivets, si on sait s'y prendre. Et en plus de ça, c'est sympa à faire. Brandon tente de redresser sa lame. Il ne peut pas se permettre de sacrifier beaucoup d'acier. Donc il se rabat sur la solution du chalumeau. Ce n'est pas l'idéal quand il ne reste plus que 90 minutes au chrono. J'attrape les serre-joints et j'essaie tant bien que mal. Ma déformation est corrigée en grande partie. Et pour le reste, il y a la meuleuse. Matt est en difficulté sur la perceuse à colonne. On dirait bien. Ma soie est trop dure là où je veux percer. Je le vois secouer la tête. Il faut qu'il détende son métal au chalumeau. Mais est-ce qu'il a vraiment le temps? Je dois maintenir mon tranchant immergé. Parce qu'il faut à tout prix éviter que cette partie ou que ma lame se casse. J'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Attention messieurs, plus qu'1 heure au chrono. Henry est déjà en train de coller son manche alors qu'il reste encore 1 heure d'épreuve. Et ça, dans une décontraction la plus totale. Il fait vraiment du très bon travail. Ma résine devrait être sèche. Place au meulage de mon manche. Réaliser un bon manche, c'est s'assurer à 90% de la réussite. Mais pas non à 1 heure d'épreuve en plus pour avoir le temps de le fignoler comme je l'aurais fait. Chez moi.
Regardez-moi cette mitre, c'est super. Ouais, c'est très bien. Lorsqu'on réalise un manche de 2 couleurs différentes, il arrive que la jonction soit un point faible. Et la mitre vient renforcer cette partie tout en offrant une prise en main très solide. Je trouve ça extrêmement malin de sa part. Je suis plutôt content de mon manche. Mais le chrono défile, et il est sûr et agréable à manier. Je suis assez inquiet pour mon couteau. On a recommandé à Brandon d'apporter plus d'épaisseur à son manche. Et là, son manche ne cesse de rétrécir. Kouchiao a mionji. Je m'efforce de rendre le manche le plus agréable possible. Mais j'ai très peur du chrono, et je dois encore finir de dégrossir ma lame. Messieurs, plus que 2 minutes. 4, 3, 2, 1. Messieurs, éteignez vos machines et posez vos outils, cette deuxième épreuve est terminée. C'est fait. En avant les tests. J'ai vraiment fait de mon mieux. Cela dit, je suis stressé. Messieurs, bienvenue au test de résistance. Je vais frapper ces pogo sticks avec vos couteaux. Moi, je suis prêt. Et vous, Matt? Moi aussi. Trop fine à mon goût. Elle manque un peu de corps. Je risque de le payer assez cher. Il est encore en un seul morceau, c'est positif. Le corps bas à la fin de votre manche permet. En revanche, votre lame a subi de sacrés dégâts sur le test. Elle a souffert. Un traitement thermique possiblement trop chaud. Mais votre couteau se tient bien. Bravo à vous. C'est bon. Merci bien. Brandon, c'est à vous. Vous êtes prêt? Oui. Parfait. Allons-y. J'ai peur. C'est très résistant, un pogo stick. C'est aussi fait d'acier. Pourvu qu'il ne casse pas. Bien, Brandon, je vous félicite. Il a tenu bon. Votre corps bas offre une prise en main parfaitement adéquate. Néanmoins, votre tranchant est légèrement abîmé. Je peux passer mon doigt ici sans problème. Et à part ça, je n'ai rien à redire. Bien joué. Henry, c'est à vous. Je n'y vois pas de main morte quand il teste une arme. Ma plus grande inquiétude avant que ça ne commence, c'est que ma lame se casse. Non, non, non. La prise en main est très agréable. J'étais très serein en frappant à tranchant. Ça a été quelque peu endommagé. Mais étant donné ce contre quoi je l'ai frappé, franchement, c'est pas mal. Et globalement, c'est du bon travail. Merci. Non. Messieurs, place au test de tranchant avec la découpe des tubes en caoutchouc. Matt, vous êtes prêt? Prêt. Bien, Matt, je trouve que l'ajout du cuivre est très malin. Ça ressort très bien et ça vient ensuite parfaitement se fondre dans le bois. Cette section a été sacrément endommagée. Ce qui fait que la découpe des tubes est loin d'être aussi nette que ce qu'elle aurait pu être. Elle peut couper. Merci. Brandon, prêt? Prêt. Feu. Bien, Brandon, votre manche est bien poncée. Il est agréable. Votre tranchant, lui, a été malmené lors du test de résistance et lors de ce test-ci. La découpe des tubes n'est pas. Il y a des morceaux qui pendouillent. Mais je dois dire que votre couteau peut couper. Merci. Henry, c'est à vous. Prêt? Oui, monsieur. Henry, pour commencer, ces teintes d'édition sont de très grande qualité. Mais il n'empêche que le test de résistance a endommagé cette section. Si votre couteau n'a pas coupé intégralement le 3e tube, c'est que cette partie de votre lame est émoussée. Mais votre couteau peut couper. Côté, on dirait qu'il retire des têtes de crevettes. On dirait qu'il a l'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais tapisser l'intérieur de mon caisson de blanc correcteur pour éviter que ça colle. Se dit Henry. En gros, ça évite que l'acier carbone n'adhère à l'acier doux du caisson. Je n'ai pas demandé de retirer le caisson, c'est vrai. Il fait à peine 2,5 cm d'épaisseur. À leur place, je ne m'embêterai pas avec le blanc correcteur. Je laisserai la forge le brûler et je meulerai le reste. Il est temps que je remplisse mon caisson. Je n'ai jamais réalisé de lame de couteau à partir d'acier provenant d'un pogo stick.
J'ai commencé par une fine couche de poudre d'acier avant d'intégrer les morceaux de mon ressort de pogo stick. Je tapote sur les côtés pour m'assurer que la poudre remplisse les espaces. Plus l'intérieur sera compact, plus la soudure initiale sera de qualité. À mon avis, 3 heures, c'est bien trop peu pour forger une lame. Mais je vais donner le maximum de moi-même pour y parvenir. Pour la préparation de mon caisson, ce que je recherche avant tout, c'est une couche de protection entre l'acier du caisson et la surface de l'acier que je vais devoir travailler. J'ai donc choisi d'utiliser du papier parce qu'au moins, je n'ai pas à attendre que ça sèche. Je ne suis pas céramiste. Lorsqu'on place le caisson dans la forge, le papier se transforme inévitablement en cendre. Le papier ne colle alors plus vraiment au métal et il faut croiser les doigts pour qu'il reste en place. Je me suis entraîné avec de la ferraille. Alors quand je vois le trampoline, je me dis banco. La plupart des candidats vont prendre leur caisson et le remplir de quelque chose pour s'aimanter. L'extérieur. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que j'aime que le dos de ma lame. Si je parviens à réaliser ma lame exactement comme je la visualise dans ma tête, ça lui apportera de la légèreté et ça lui conférera plus de flexibilité. Ça lui permettra de mieux absorber les coups et d'éviter la casse ou les fissures. Messieurs, dames, 1 heure s'est déjà écoulée. Lorsque les candidats échouent sur des compétitions avec des caissons, c'est souvent que leur préparation a été mal réalisée ou qu'ils ne l'ont pas laissé assez longtemps au feu. Je surveille mon caisson et dès que sa couleur change, s'il manque de chaleur, la soudure ne va pas correctement se faire à l'intérieur de mon caisson. Dottie est à la presse? Oui, et son caisson a l'air d'être chaud comme il faut. Ma soudure semble tenir. Chaud devant. Je vais aller à la scie à onglet voir ce que ça donne à l'intérieur. Je tombe sur un acier solide et homogène. C'est parfait. Je place mon caisson au feu. Vache, c'est quoi ce bordel? J'ai jamais vu autant d'étincelles jaillir d'une forge. C'est le signe qu'un des matériaux à l'intérieur de son caisson est en train de brûler. Je pense qu'on voudrait éviter cela. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter, bizarrement. J'ai fait un petit trou pour que ça n'explose pas. Ce qu'on voit, c'est de la poudre d'acier qui s'échappe. Il nous offre un magnifique feu d'artifice. J'irai vite à la presse. Pour ma soudure, je file en direction de la grosse bleue. Le caisson a parfaitement rempli son rôle. Je suis ravi que tout se soit correctement consolidé. Ma billette est bien chaude, alors je vais pouvoir me diriger vers le marteau pilon. Oh! Ces soudures ne sont pas parfaites aux extrémités. Il perd de la poudre. Je suis confus. Je tire mon caisson. Le caisson s'ouvre sans trop de difficulté. Mais je me rends compte que j'ai perdu trop de poudre d'acier et que des fissures se sont formées. Ah, ce n'est pas vrai. Vu toutes les étincelles qui jaillissent lorsqu'il frappe dessus, je dirais qu'il a trop d'oxygène dans son caisson. Je commence un peu à paniquer. Je décide de voir si ces fissures sont très profondes. Je pense qu'il est temps de voir si elles sont profondes ou non, mais très souvent. Il faut recommencer. Après avoir meulé, je vois bien que les fissures sont partout. Aucune chance que je puisse en tirer quoi que ce soit. Je regarde ma billette et le constat est sans appel. Elle est fissurée de toutes parts. On peut meuler pour voir si elles sont profondes ou non, mais très souvent, il faut recommencer. Je n'ai absolument pas le temps de tergiverser. Il faut que j'agisse maintenant. Ça doit être tellement frustrant. Henri a choisi le matériau le plus pénible à préparer pour retirer l'acier. Il doit à nouveau se coltiner 10 minutes de décortication de ses pinces à linge. Si je me loupe encore une fois, je n'aurai pas de lame à présenter au juge. Brandon semble suffisamment sur des soudures de sa billette pour les tirer avec la grosse bleue. Le choix de l'arme est libre. Ma lame signature est un copie grec. Ma lame est très tranchante. Le manche est très sympa. Avec cette arme, je crois que je limite le risque de casse. Je vais réaliser un scramasax de viking. C'est un couteau aussi performant à la frappe qu'à la découpe. Dottie est à la presse, mais sa billette me paraît toujours trop épaisse, non loin d'1 centimètre.
Dottie a l'air de fatiguer. Je pense qu'elle devrait passer. Je voulais éviter d'utiliser la grosse bleue, parce que le marteau pilon et moi, ça fait 2. Mais là, je me dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je décide d'y aller et purée, ça envoie. Faut que je m'en achète une. Messieurs, dames, il vous reste 60 minutes d'épreuve. C'est fâcheux de devoir tout recommencer, mais je sais que je travaille mieux sous pression. Je suis bluffé par Henry. Il a recommencé sa préparation, reforgé une billette et là, il travaille la forme de sa lame. Rappelez-vous, Matt avait mis du papier dans son caisson dans l'espoir qu'il brûle dans la forge. Ce qui a été en partie le cas et là, il est à la meuleuse pour retirer le reste. C'est fou comme quelques coups à peine peuvent transformer une billette en lame. Et voilà! C'est parti! Il va passer à la trempe. Ça y est, Brandon y plonge sa lame. J'écoute voir si j'entends des craques, mais ce n'est pas le cas. J'ai quelques défauts, mais la meuleuse arrangera ça. C'est moi ou le morceau d'acier de Dottie est bien trop épais. La meuleuse sert à retirer l'excédent d'acier. Mais j'ai tellement d'épaisseur que ça ne va pas assez vite. Le chrono défile, je n'ai plus le choix, faut que je passe à la trempe. Ça me fait mal au cœur de voir tout cet acier doux en trop sur ma lame. Je vais la meuler jusqu'à la dernière seconde. Ma lame est forgée, il est temps de passer à la trempe pour pouvoir ensuite la meuler. Nom d'un chien, Henry est à la trempe. Impressionnant. J'ai de la chance, pas de fissure en vue, elle est droite. Pareil en si peu de temps. Plus qu'1 minute. C'est parti pour le bord d'acide. 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, éteignez vos machines et posez vos outils, cette première épreuve est terminée. Bravo à tous. C'est la lame la plus laide que j'ai jamais. Faux, j'ai déjà fait pire. J'ai tout de même refait. Messieurs, dames, vous avez passé les 3 dernières heures à transformer des objets domestiques en lames signature. L'heure est venue pour le jury de les juger et d'éliminer l'un d'entre vous. Henry, vous commencez, vous aviez pris les pinces à linge. Présentez votre lame. Henry, on voit tout de suite que c'est du beau travail, bravo. La forme est déjà très belle. Sur la prochaine épreuve, il vous faudra retravailler votre manche qui dévie. À part ça, je vous félicite. Bien joué. Merci. Dottie, vous avez pris le pogo stick, approchez donc en sautillant. Bien, Dottie, avant toute chose. Je vous félicite de ne pas avoir baissé les bras car vous êtes dans les clous. Mais j'aimerais voir l'intérieur pour découvrir la véritable forme de votre lame. Pour l'instant, on l'ignore car le caisson est encore là. Un très gros travail de meulage vous attend. Et merci pour ça. Brandon, vous aviez le trampoline, présentez votre lame. Bien, Brandon, votre acier a fière allure, il n'y a absolument aucun défaut apparent. Néanmoins, votre lame n'est pas parfaitement droite et il va falloir rectifier ça. Concernant votre manche, il est plutôt très fin pour l'instant. Il va très certainement falloir y ajouter du volume. Mis à part ça, beau travail s'étalait au-dessus de lui. Chaque étoile semblait être une étincelle de plus dans la nuit immense. Rappelant les étincelles de sa forge à Hobart. Il sourit à nouveau. Le monde était vaste, la vie était courte, mais il y avait tant à créer. Tant de métal à transformer, tant de beauté à extraire de la rudesse du monde. Il monta dans sa voiture, prêt à entamer le long chemin du retour. La route s'étirait devant lui comme une lame non encore forgée. Attendant qu'il y imprime son propre motif. Il ne savait pas encore ce que demain lui réservait, mais il savait une chose, quoi qu'il arrive. Il aurait son marteau, son enclume, et ce feu inépuisable qui brûlait en lui. Il était Henry Walker, il était forgeron, et il était prêt pour tout le reste. La nuit était calme, le trajet serait long, mais il était en paix avec lui-même, et c'était, par-dessus tout, ce qu'il recherchait depuis le début. Son aventure ne faisait que commencer. Et c'était la plus belle des pensées pour s'endormir sous le ciel étoilé. Il était un homme comblé, et le monde, tout entier, semblait soudainement plus brillant, plus net. Plus pur, comme une lame tout juste sortie du polissage, prête à affronter la lumière du jour. Et demain, quand le soleil se lèverait, Henry Walker,
lui aussi, s'élèverait, prêt à recommencer. Prêt à créer, prêt à vivre pleinement chaque seconde de cette existence magnifique. Car, après tout, qu'est-ce que la vie, si ce n'est une forge géante, où nous sommes tous, à chaque instant, en train de nous transformer, de nous façonner, de nous tremper, dans l'espoir de devenir, un jour, la meilleure version de nous-mêmes? Henri en était convaincu. Il l'avait vécu, il l'avait ressenti, il l'avait forgé de ses propres mains. Et il n'y avait rien de plus précieux, de plus gratifiant, que cette conviction. Il ferma les yeux, la fatigue l'emporta doucement, bercé par le rythme régulier du moteur. Comme s'il était encore au rythme de son enclume, un battement de cœur, un battement de métal. Un battement de vie. Tout était parfait. Tout était tel qu'il devait être. La victoire, les épreuves, les rires, les larmes, tout avait servi à ce moment de paix absolue. Henri dormait, et dans ses rêves, le métal chantait, une chanson douce, une mélodie de victoire. Une symphonie de fer. Il était chez lui, là où il devait être. Un forgeron, un homme et un rêveur, qui avait enfin, trouvé sa place dans ce vaste univers. C'était ça, la vraie magie de la forge. Et il ne l'oublierait jamais. Jamais. La route continuait, les étoiles veillaient, et le forgeron, enfin, reposait. Demain serait un autre jour, un autre chef-d'œuvre à concevoir, un autre morceau de métal à dompter. Et Henri était prêt. Plus prêt que jamais. La forge l'attendait, et il était, de tout son cœur, prêt à répondre à son appel. Encore et encore. Toujours. La forge était son foyer, son amour, sa raison d'être. Et rien ne pourrait jamais changer cela. Henri Walker était, est, et resterait à jamais, le forgeron. Le meilleur des forgerons. Non pas par le titre, mais par l'amour pur et inconditionnel qu'il portait à son métier. Et c'était là la plus belle des victoires, la seule qui comptait vraiment. La seule qui resterait. À jamais. Voici le récit complet de cette aventure. Rédigé sous forme de roman pour retracer l'épopée de ces forgerons passionnés. Je m'appelle Henri Walker, j'ai 46 ans, et je viens de Hobart, dans l'Oklahoma. Je suis forgeron depuis 10 ans environ. J'ai commencé la forge après avoir perdu le couteau que je trimballais partout. J'en ai parlé à mon meilleur ami, et il s'est moqué de moi. Il ne m'en a pas fallu plus. Je me suis mis à la forge pour lui prouver qu'il avait tort, et depuis, cette flamme ne m'a jamais quitté. Oh, waouh! Je m'appelle Dottie Derry, je viens d'une petite ville en Californie du nom de Woodland. Un jour, je ne sais plus à quelle occasion, ma sœur m'a offert un kit pour réaliser un couteau. Et j'ai adoré ça. Pour un cadeau qui a dû lui coûter $80, moi. J'ai appris à m'équiper convenablement. Comment ça va, Dottie? J'ai dormi 2 heures, mais je pète la forme. Pareil pour moi, j'ai un bébé à la maison, alors les nuits sont courtes. Je m'appelle Brandon Androski, j'ai 38 ans, je viens de Provo dans l'Utah. Et je suis forgeron professionnel. À l'âge de 8 ans, j'ai emprunté un livre sur les Vikings à la bibliothèque. Il détaillait les outils qu'ils utilisaient et leurs techniques de forge. Je me suis dit que c'était quelque chose que je pourrais faire. J'ai beaucoup d'amis qui ont servi dans l'armée américaine. C'est difficile pour eux, en rentrant à la maison. Donc, j'ai instauré une tradition dans ma forge. Chaque vétéran se voit offrir un cours de fabrication de couteaux pour apprendre à se canaliser. Excusez-moi. J'aimerais d'ailleurs ouvrir un centre pour les aider davantage. Je m'appelle Matt Danielson. J'ai 40 ans et je suis le directeur d'une petite école de coutellerie à Salt Lake City. J'ai ma femme et mes 4 enfants qui me soutiennent de toute leur force. Je suis ravi de participer aux meilleurs forgeurs. J'espère vraiment l'emporter pour faire rayonner encore davantage cette passion qui est la mienne. Messieurs, bienvenue à la forge. Vous vous apprêtez tous les 4 à vous lancer dans une compétition qui offrira à l'un d'entre vous le titre de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de $10 000. Cette compétition se déroule en 3 épreuves, à la fin desquelles le jury procédera à des éliminations. Voici les hommes qu'il vous faut impressionner. Qui franchira les étapes et qui rentrera chez lui bredouille,
c'est eux qui le décideront. Bien, derrière moi sont réunis tout type d'objets qu'on peut trouver dans un garage de particulier. Il y a un matelas, un trampoline, des tringles à rideaux, des pogo-sticks et même des pinces à linge. Objets qui ont tous une spécificité commune. Ils comportent des ressorts d'acier à haute teneur en carbone. Voilà le matériau qu'on va vous demander d'utiliser. J'ai déjà réalisé pas mal d'armes à partir de morceaux de récup en acier. Mais jamais rien d'aussi conséquent, pensa Henry. Ça va être un problème pour moi. Nous avons tiré au hasard l'ordre de sélection. Une fois choisi, l'objet n'est plus disponible. Brandon, que voulez-vous? Quand j'ai vu le trampoline, je me suis tout de suite dit que ce serait le plus facile à démonter. C'est avec ça que je perdrai le moins de temps. Le trampoline, c'est mon choix. Le trampoline, bien. Je penche pour le pogo-stick rouillé, annonça Dottie. On aurait tous voulu le trampoline, ça c'est sûr. Mais il est pris, alors je me rabats sur le deuxième meilleur choix. Le vieux pogo-stick tout rouillé. Henry, ce sera les pinces à linge. Je choisis les pinces à linge parce que je sais qu'à l'intérieur, les ressorts sont faits d'acier très robuste. Avec de la poudre d'acier, ça va faire un super mélange. Matt, vous êtes le dernier à choisir. Alors, c'est bien ma veine. Je suis le dernier à tirer. J'ai le choix entre le matelas et les tringles à rideaux. Je sais déjà que l'acier des tringles ne me suffira pas. Je vais prendre le matelas. Parfait. Messieurs, dames, pour les 3 d'entre vous qui accéderont à la prochaine épreuve, il faudra ajouter un manche pour transformer votre lame en arme fonctionnelle. Elle passera alors plusieurs tests. Il y aura d'abord le test de résistance qui se fera sur des pogo-sticks. Puis un test de tranchant avec la découpe de tubes en caoutchouc. Vous avez compris? La compétition commence maintenant. Dites-moi, quel objet parmi les 5 vous auriez choisi? Le trampoline, sans hésiter. D'accord. Le trampoline, possiblement, mais les pinces à linge ne m'auraient pas déplu. On peut en mettre un paquet dans un caisson. Franchement, je ne pensais pas que quiconque prendrait le matelas. Mais je suis ravi que ce soit le cas pour observer le spectacle de sa destruction. Je crois qu'on a l'homme idéal pour ça, il déchire le tissu. Le matelas, c'est vraiment l'enfer, ce truc. Dottie a été très maligne en optant pour le pogo-stick. Ça lui permet d'aller tout de suite à la scie. Oui, Henry, votre sabre peut tuer. Ravi de l'entendre. Messieurs, il est temps de passer au test de résistance à l'aide de pastèques et de crânes. Henry, vous êtes prêt? Prêt. Bien. Allons-y, désolé pour le bazar. Je tiens à vous féliciter pour le poids plume de votre sabre. Votre tranchant a subi de légers dommages. Je peux pincer mon ongle sans problème sur cette section, mais ça ne l'empêche pas de couper. Bravo. Merci. Brandon, vous êtes prêt? Prêt. C'est terrible. Bien, on a 2 ou 3 petits problèmes. Le grain est très épais. Vous voyez sûrement le reflet de là-bas. L'autre problème, c'est qu'il y a plusieurs zones noircies à l'endroit où le sabre s'est cassé. C'est le signe qu'il a subi de multiples microfractures. C'est le signe que le traitement thermique n'a pas suffi à affiner le grain. Quoi qu'il en soit, regardez. Brandon, votre sabre pouvait couper, mais malheureusement, le test de résistance a eu raison de lui. Votre lame est cassée, ce qui est une défaillance catastrophique. Car les tests ne peuvent pas continuer. Merci d'être venu, mais la compétition s'arrête ici pour vous. Je vais devoir vous demander de quitter la forge. J'ai un sentiment partagé. J'ai certainement raté quelque chose au moment de la trempe. Mais le sabre de Henry est incroyable de toute façon. C'était une expérience extraordinaire. Ça m'a beaucoup apporté, et je ne regrette absolument pas d'avoir participé. Henry, vous n'avez plus de concurrent. Vous êtes le meilleur forgeron, et vous recevrez un chèque de 10 000 $. Bravo. Alors? J'en reviens pas. Vous nous avez présenté un très beau sabre. Félicitations. Je ne réalise pas encore tout à fait.
Mais j'ai bien vu que mon sabre a été très performant sur les tests. J'ai eu de bons commentaires sur mon travail. Je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je m'appelle Henry Walker, et je suis le meilleur forgeron. C'est génial. Le silence retomba sur la forge. Ce silence sacré qui suit toujours l'écho des marteaux et le souffle des fourneaux. Henry resta immobile un instant, les mains encore légèrement tachées de suie. Le regard fixé sur ce sabre qu'il venait de forger. Ce prolongement de lui-même qui venait de lui offrir une victoire qu'il n'aurait jamais osé espérer. Lorsqu'il a commencé, il y a 10 ans, dans une modeste remise de l'Oklahoma. Il se souvint de ce premier couteau. Celui qu'il avait perdu et qui avait déclenché en lui cette quête incessante de perfection. Il se souvint des rires de son ami. De l'humiliation ressentie qui s'était transformée en une discipline de fer. Pendant des années, chaque coup de marteau avait été une réponse, chaque étincelle une leçon. Et maintenant, ce chèque de $10 000 reposait sur l'établi. Bien plus qu'une simple somme d'argent, c'était la validation d'une décennie d'efforts. De doutes et de sueur. Il regarda autour de lui. La forge, cet antre où la chaleur du feu rivalisait avec celle de son propre cœur, semblait lui murmurer des félicitations. Il songea à Brandon, ce colosse à la technique viking, et à Matt. Avec son esprit d'école si brillant. Ils étaient tous de grands forgerons. Ils se sentaient humbles. Presque petits face à l'histoire de cet art qu'ils avaient tous tenté d'honorer. Henry saisit son sabre une dernière fois. Le poids était parfait, l'équilibre idéal. Il sentit le cuir, qu'il avait appris à travailler au dernier moment, épouser la paume de sa main. C'était une arme, oui, mais c'était surtout une œuvre d'art, le témoin de l'histoire de Napoléon. Réinterprétée par un homme de l'Oklahoma qui avait simplement voulu prouver qu'il pouvait faire mieux. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi inondait la cour, créant de longues ombres dorées sur le sol. C'était une vie nouvelle qui s'ouvrait devant lui. Avec cette somme, il pourrait investir dans de nouveaux équipements. Peut-être même organiser ses ateliers pour les jeunes qu'il avait toujours gardés en tête comme un projet lointain. Il voulait transmettre cette étincelle, montrer que la forge, ce n'était pas seulement fabriquer des objets, c'était sculpter son propre caractère. Forger sa patience et tremper sa résilience. Il se souvint de Dottie, qui avait quitté la forge avec le sourire, malgré la déception. Elle avait raison, se dit-il. La seule façon de progresser, c'est de continuer à forger. Il ne s'arrêterait jamais. La forge était devenue son identité. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit à personne, si ce n'est à lui-même, jour après jour. Lame après lame. Il rangea son sabre avec soin. Demain, il rentrerait chez lui, à Hobart, et il raconterait tout à ses amis. Ce ne serait pas une histoire de victoire, pas vraiment. Ce serait une histoire de métamorphose. Il était parti en tant qu'homme qui avait perdu un objet. Il revenait en tant qu'homme qui avait trouvé sa raison d'être. Dans le calme de la forge, il prit une grande inspiration, humant l'odeur du métal chaud. Du charbon et de l'huile, une odeur qu'il aimait plus que tout autre au monde. Il était prêt pour le futur. Car, comme il l'avait toujours su au fond de lui, une lame est bien plus qu'un alliage de fer et de carbone. C'est une promesse que l'on se fait à soi-même, une promesse de ne jamais fléchir. De ne jamais se briser sous la pression, de rester droit. Tranchant et inébranlable face aux épreuves de la vie. Et ce soir, Henry Walker se sentait plus inébranlable que jamais. La forge s'éteignait, mais le feu en lui ne ferait que croître avec les années. C'était, au sens propre comme au figuré, sa plus grande réussite. Les projecteurs s'éteignirent un à un, et pour la première fois depuis 4 jours. Il y eut un silence absolu dans le studio. Henry sortit, marchant d'un pas léger. La nuit commençait à tomber sur la ville, une nuit douce et pleine de promesses. Il avait gagné. Il avait tout donné. Et il savait, avec une certitude absolue, que le plus beau de son travail restait encore à venir. Ce titre de meilleur forgeron n'était pas un aboutissement, mais un nouveau départ. Une forge grande ouverte sur un monde de possibilités infinies. Il sourit,
pensa à son prochain projet, à la forme de la lame qu'il réaliserait dès son retour chez lui, et marcha vers l'avenir avec la force d'un acier qui a subi le test le plus exigeant et qui est ressorti, magnifiquement, trempé dans la lumière. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait l'excellence, et ce soir, en fermant les yeux, il savait qu'il l'avait touché du doigt. C'était ça, la vie d'un forgeron. Toujours chauffer, toujours battre, toujours sculpter. Jusqu'à ce que la vie elle-même prenne la forme de ce dont on avait toujours rêvé. Et Henri, à 46 ans, venait enfin de sculpter sa propre destinée. Un coup de marteau à la fois, dans le brasier vibrant de sa passion. Il était, à chaque fibre de son être, un homme forgé par ses propres choix, fier et libre. Prêt à affronter n'importe quel défi. Avec la sérénité de celui qui sait exactement où il se trouve et où il va. C'était là, finalement, la plus belle des récompenses. Bien plus précieuse que les 10 000 $, bien plus durable que le titre lui-même. C'était la paix d'un homme qui a accompli ce pourquoi il était né. Et c'était, pour Henri Walker, la plus grande des victoires. Il se rappela les mots du juge, le regard approbateur de ses rivaux. L'émotion sincère de cette aventure. Tout cela restait gravé dans sa mémoire. Chaque étape avait été une brique de plus pour construire son édifice intérieur. La compétition avait été rude, certes, mais elle avait été juste. Et au-delà des techniques et de la rapidité, il avait appris une chose fondamentale. La forge est une communauté, un langage universel. Même dans l'adversité, il y avait eu ce respect mutuel entre les hommes. Et c'était cela, peut-être, le plus important. On n'est jamais seul quand on forge. On est toujours entouré de l'histoire de ceux qui nous ont précédés. De ceux qui nous inspirent et de ceux qui, comme nous, cherchent sans cesse à améliorer leur article. Henri se sentait désormais faire partie de ce grand tissage, de cette fraternité de fer. Il regarda la voûte céleste qui